Bienvenue sur Axis of Truth sur Jewish News Syndicate Télévision. Je suis Emily Schrader à Jérusalem. Et cette semaine, nous discutons de l'interdiction des Juifs à Birmingham, au match de football Aston Villa contre Maccabi Tel Aviv, auquel j'ai eu le plaisir ou le déplaisir, selon la façon dont on le voit, d'assister moi-même. Nous discuterons également de la fracture au sein de la droite américaine, où les néo-nazis semblent avoir pris pied au sein du Parti républicain. Les dirigeants du parti peuvent-ils éradiquer cet extrémisme? Nous en discuterons avec la commentatrice conservatrice et auteure, Dinesh D'Souza, sur les défis du Parti républicain. Tout cela maintenant dans Axe de la vérité. Eh bien, la semaine dernière, je suis allée au match de football Aston Villa contre Maccabi Tel Aviv à Birmingham, au Royaume-Uni. Pas en journaliste ni commentatrice, juste en supportrice de football. Sachez que les supporters israéliens étaient explicitement interdits d'assister à ce match pour des raisons absurdes que je vais détailler dans un instant. J'ai acheté mon billet honnêtement comme tout le monde dans la section d'Aston Villa et je les ai encouragés. Leurs supporters soutiennent le Maccabi Tel Aviv et se sont opposés à l'interdiction dès le début. Et pourtant, parce que j'ai pris une photo en portant un T-shirt où il était écrit « Sioness l'horreur », quelqu'un m'a dénoncé. Quelqu'un a décidé qu'un mot exprimant la fierté d'être une femme juive était apparemment une menace ou une sorte de violation. Des dizaines de policiers et d'agents du stade se sont précipités pour m'interroger sur la signification de sioniste. Ils m'ont faussement accusé de porter des vêtements de football israélien lors d'un match. Quelle horreur! C'était absurde. Même les supporters d'Aston Villa autour de moi m'ont défendu et ont dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais les agents de sécurité ont refusé d'écouter et m'ont traîné hors de mon siège. Regardez! D'accord, mesdames, qui porte réellement les maillots de football israéliens? Personne ici n'a de maillot de football israélien, ce sont des symboles sionistes. Aucune de nous n'a de maillot de football israélien. Aucune de nous. Aucun rapport avec Maccabi. Ouais, mais c'est sioniste. Ouais, mais c'est sioniste. Attends, mais c'est une organisation, et c'est... Et ça n'a rien à voir avec Maccabi. Sois patient. Le rapport reçu disait que tu portais un maillot de football. Non, pas du tout. Non, je vérifie avec notre centrale. Ensuite, nous déciderons si vous restez ou partez. C'est pour votre sécurité avant tout. C'était de la discrimination pure et cela ne s'est pas produit dans un vide. Cela est arrivé après que la police des West Midlands a interdit totalement aux supporters du Maccabi Tel Aviv d'assister au match sous le prétexte qu'ils étaient des hooligans. Après le pogrom qui a eu lieu contre les Juifs ayant assisté à un match similaire à Amsterdam. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité des Juifs dans une ville où des voyous pro-Hamas circulent librement. Et c'est bien ce que nous avons vu. À l'extérieur du stade, les vrais hooligans étaient faciles à repérer. Des centaines de manifestants, beaucoup masqués en infraction à la loi britannique, brandissaient des drapeaux palestiniens ou iraniens et scandaient des slogans appelant au génocide des Juifs et d'Israël. Certains d'entre eux tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Appelez la ligne antiterroriste si vous voyez un sioniste ». Ces pancartes étaient également affichées partout dans la ville, accompagnées d'autres qui traitèrent les joueurs de football israéliens de tueurs d'enfants. Dans les rues, on aurait cru que c'était la Palestine qui jouait un match de football ce soir-là, mais ce n'était pas le cas. C'était simplement les antisémites qui ne supportent apparemment pas l'idée que des Juifs pratiquent un sport. Finalement, après avoir expliqué que mon T-shirt n'avait rien à voir avec le football et signifiait simplement que j'étais une sioniste, on m'a laissé rentrer. Mais en réalité, le mal était fait, car c'est une discrimination flagrante. Cet épisode honteux montre à quel point la Grande-Bretagne est tombée bas. Lorsque la police des West Midlands a littéralement inventé des excuses et discriminé ouvertement contre les supporters juifs ou israéliens de football, tout en ignorant les véritables extrémistes dans leurs rues, il est clair que le pays a perdu sa boussole morale. Il n'a jamais été question de sécurité. Il n'a jamais été question de supporters de football hooligan ou de racisme. Il s'agissait de la haine d'Israël. Il s'agissait de la haine d'une société tellement terrorisée par les terroristes et la loi de la foule qu'elle punit les Juifs simplement parce qu'ils existent et veulent assister à un match de football. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai eu le déplaisir de voir cette haine de près et en personne. Notre prochaine histoire se passe aussi au Royaume-Uni et montre à quel point le blanchiment d'argent est devenu scandaleux lorsqu'il s'agit de la République islamique.
Une enquête choquante menée par le Sunday Times a révélé cette semaine qu'Ali Ansari, un banquier iranien de 56 ans, désormais sanctionné par le Royaume-Uni pour financement. Le corps des gardiens de la révolution islamique a discrètement bâti un empire immobilier de 142 millions de livres sterling dans les quartiers les plus exclusifs de Londres. Et il n'est pas le seul. Ansari a acquis plus d'une douzaine de manoirs sur Bishop's Avenue à Hampstead. C'est une rue appelée Billionaires Row. Il l'a fait via une société écran enregistrée à l'île de Man. Il a ainsi dissimulé son identité iranienne, se présentant plutôt comme un résident de Chypre. Mais ce n'est pas l'histoire d'un seul manoir ou d'un banquier cupide. Ansari a ensuite acheté un autre manoir pour sa famille d'une valeur de 33,7 millions de livres, ainsi que 2 appartements de luxe près du palais de Kensington d'une valeur supplémentaire de 36 millions de livres. Il avait même des logements pour le personnel rattaché à chacun d'eux. Durant tout ce temps, il finançait prétendument les gardiens de la Révolution, le bras terroriste de la République islamique responsable d'assassinats, de cyberattaques et du ciblage de journalistes et dissidents dans le monde entier. Ça donne un peu envie de se demander d'où venait tout cet argent. Eh bien, le gouvernement britannique a sanctionné Ansari après l'effondrement de la banque familiale à Téhéran sous des milliards de livres de dettes. Les responsables à Londres l'ont décrit comme un homme d'affaires corrompu qui a fourni des ressources économiques aux gardiens de la Révolution et à des individus qui œuvrent à déstabiliser d'autres pays, y compris le Royaume-Uni lui-même. Ce qui est troublant, c'est à quel point tout cela s'est fait ouvertement. Ansari ne se cachait même pas. Je veux dire, il voyageait fréquemment en Grande-Bretagne. Il détenait plusieurs passeports d'Iran, de Chypre et de Saint-Christophe et Niévès et continuait à superviser ses vastes propriétés londoniennes. Alors que les Iraniens d'ordinaire, chez eux, font face à la pauvreté, à la faim et, bien sûr, à la violence d'État. Les services de renseignement britanniques ont déjà confirmé plus de 20 complots soutenus par l'Iran sur le sol britannique rien que l'année dernière. Et ces opérations visent des journalistes, des militants et des dissidents qui ont fui la brutalité du régime. Pourtant, alors même que les agents du régime sont démasqués, l'un de ses principaux financiers vivait discrètement dans le luxe, dans les quartiers les plus sûrs et les plus riches de Londres, et beaucoup d'entre eux y vivent encore. Cette histoire doit servir d'avertissement, car elle montre que la corruption du régime ne se limite pas à Téhéran. En fait, le régime a même plus d'influence à Londres qu'il n'en a sur le peuple iranien à l'intérieur de l'Iran. Il s'est profondément infiltré dans ses capitales occidentales, surtout à Londres, grâce aux secrets financiers, aux sociétés écrans et au manque d'application des lois. Malheureusement, ce n'est qu'une petite partie du problème. Des milliards de dollars volés au peuple iranien ont été acheminés par le Royaume-Uni et à travers l'Europe sous couvert d'affaires et d'investissements. Le régime qui emprisonne, torture les femmes pour avoir montré leurs cheveux, tue des manifestants réclamant la liberté, blanchit son argent en Europe, surtout dans l'immobilier londonien. Pendant que le peuple iranien lutte pour la dignité et la justice, la richesse nationale est détournée par les proches du régime, qui vivent dans le luxe, roulent en voiture haut de gamme et jouissent de libertés refusées à ceux restés au pays. Même leurs enfants fréquentent des écoles privées coûteuses en Occident. Alors que le régime fulmine contre l'Occident, la dictature iranienne exporte non seulement la terreur, mais aussi la corruption. Et tant que l'Occident ne démantèlera pas ses réseaux, chaque transaction non contestée et chaque manoir vide resteront un monument à notre propre aveuglement. Nous devons maintenant évoquer la vidéo virale de Kevin Roberts, président de la Heritage Foundation, l'un des principaux groupes conservateurs de Washington, où il a soutenu la décision de Tucker Carlson d'inviter le néo-nazi Nick Fuentes. Une vidéo qui n'était rien de moins qu'humiliante et un parfait exemple de la décadence morale au sein de certaines parties du mouvement conservateur. Dans cet extrait vu plus de 25 millions de fois, Kevin Roberts a qualifié les critiques de Tucker Carlson de coalition venimeuse, dont je fais désormais partie. Il est partiellement revenu sur cette vidéo quelques jours plus tard, mais il a d'abord maintenu ses propos. Je précise il faisait semblant de défendre qu'on ne devrait pas attaquer ceux aussi à droite. Voilà. Et cela malgré le fait que Tucker Carlson a passé les 2 dernières années à attaquer violemment d'autres conservateurs. Et ne me lancez même pas sur l'ordure immonde qu'est Nick Fuentes qu'il a mise en avant. Ces actions de Kevin n'étaient pas du courage, c'était de la lâcheté, une faillite intellectuelle et morale déguisée en principe. Heureusement, la réaction de certains vrais conservateurs a été immédiate.
il y a eu beaucoup de controverses. Des personnalités comme Ted Cruz, Mitch McConnell et Ben Shapiro ont publiquement condamné Carlson pour avoir donné la parole à cet antisémite. Nick Fuentes a prévenu que lui accorder du temps d'antenne relevait moins de la liberté d'expression que de propager la haine et le racisme. Même des alliés de longue date du Parti républicain ont qualifié cet épisode d'échec moral. Mais tragiquement, nous avons aussi vu que d'autres dans les médias de droite ont choisi le silence, ou pire encore, la diversion. Le refus persistant de Megyn Kelly de condamner Tucker Carlson ou même l'antisémitisme flagrant de Candace Owens était une autre démonstration d'une faiblesse morale illogique. Maintenant, Owens a à plusieurs reprises véhiculé des théories du complot antisémite, accusant les Juifs d'être responsables de leur propre persécution. Elle a répété une propagande extrémiste qui, honnêtement, est totalement indiscernable de celle de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Elle a diffusé des théories du complot inappropriées sur le meurtre de Charlie Kirk, accusant d'abord Israël. Maintenant, elle laisse entendre qu'Erika Kirk était d'une certaine manière impliquée. Pourtant, au lieu de condamner fermement, Kelly a haussé les épaules et a dit qu'elle ne voulait pas attaquer Candace parce que c'est une jeune mère. Quoi? Tu es censé être journaliste. Ce n'est pas du journalisme. C'est encourager la haine pour l'audience et pour rester pertinente. Ce n'est vraiment pas difficile pour les gens de condamner le racisme. Et puis, bien sûr, il y a Tucker Carlson lui-même, dont l'adoption récente de discours antisémites et autoritaires n'a rien d'accidentel. Sa société de médias a d'abord été financée par l'homme d'affaires pakistano-iranien Ahmed Malik. Carlson affirme que lui et Neil Patel ont racheté la part de Malik, mais les documents financiers soulèvent beaucoup de questions. D'après les documents disponibles, ce que Carlson aurait dû payer se chiffre à des dizaines de millions de dollars, rien qu'en différence par rapport à l'investissement initial. Il semble inconcevable que Carlson ait pu se permettre une telle somme. Cela soulève la question. Qui ou quoi a comblé cette différence de financement maintenant? Par coïncidence, à la même époque, Tucker Carlson et Donald Trump Jr. étaient aussi impliqués dans la création de ce réseau. Le réseau de Tucker Carlson a commencé à apparaître avec des responsables qataris et a même assisté au Forum économique du Qatar. Aujourd'hui, la transformation de Tucker Carlson d'un conservateur américain à propagandiste populiste pour la République islamique, la Russie ou le Venezuela révèle peut-être quelque chose de plus sombre que la simple naïveté politique. C'est de la corruption idéologique, et la défense de Tucker Carlson par la Heritage Foundation montre que la droite est détournée et subvertie de l'intérieur. Si les conservateurs aux États-Unis ne trouvent pas le courage moral de tracer la limite contre l'antisémitisme, alors ils ont déjà perdu la bataille pour leur propre âme. Eh bien, pour suivre cette histoire et les développements insensés à droite en Amérique, nous recevons maintenant Dinesh D'Souza pour discuter de ce sujet. Dinesh est l'un des intellectuels conservateurs les plus connus aux États-Unis, ainsi que cinéaste et auteur. Auparavant, il a travaillé à la Maison-Blanche sous Reagan et il est l'auteur du best-seller Les États-Unis du socialisme, l'Amérique et le grand mensonge. Aujourd'hui, son nouveau film, La prophétie du dragon, explore les dimensions bibliques du massacre du 7 octobre et la lutte que nous voyons entre le bien et le mal. Comme vous l'imaginez, cette conversation tombe à point nommé. Dinesh, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur Axis of Truth. Maintenant, vous avez été l'un des penseurs conservateurs les plus en vue, je dirais, au cours des dernières décennies. Quel est votre avis sur la situation actuelle du Parti républicain? Malheureusement, nous avons vu beaucoup d'antisémites et, je suppose, d'isolationnistes marginaux essayer de prendre le contrôle du mouvement conservateur de l'intérieur. Pensez-vous qu'il s'agit de la plus grande menace interne à laquelle les conservateurs ou le conservatisme aient été confrontés, du moins depuis l'ère Reagan? Oui, je le pense. À l'époque de Reagan, il y avait des garde-fous et des limites à tout cela. Dans le sens où il y avait, je dirais, une sorte de groupe de gardiens responsables qui, encore une fois, n'essayaient pas de réprimer qui que ce soit. Mais ils faisaient la distinction entre la liberté d'expression d'une part et d'autre part, le fait d'endosser certains points de vue ou de leur accorder une certaine respectabilité au sein du Parti républicain ou de la droite. Donc, ces gardiens étaient des personnes comme Bill Buckley, Irving Kristol, et il y en avait beaucoup d'autres. Reagan lui-même en faisait aussi partie. Il ne voulait rien avoir à faire avec cela.
avec toute forme de sectarisme flagrant comme celui que nous voyons aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement contre les Juifs, c'est du sectarisme racial, vous voyez. Vivek Ramaswamy, par exemple, vient de publier une photo d'Halloween de ses 2 enfants, vous savez, déguisés, ayant l'air très américains et impatients d'aller chercher des bonbons. Et il suffit de faire défiler son fil d'actualité pour voir tous ces abus. Vous savez, des remarques sur sa couleur de peau et sur le fait que ses enfants n'ont pas leur place ici. Donc, l'antisémitisme s'allie à d'autres formes de haine qui refont surface de manière très laide. Et donc, je pense qu'il y a non seulement le risque de faire fuir les Juifs conservateurs, mais aussi les Indiens conservateurs, les Noirs conservateurs, les Latinos conservateurs. Je veux dire, il n'y a pas de coalition Trump sans ces minorités conservatrices qui se sont rapprochées du Parti républicain. Donc, rien ne pourrait être plus destructeur et suicidaire simplement d'un point de vue politique que de permettre à cela de continuer. Eh bien, vous savez, la Heritage Foundation, l'un des principaux piliers moraux et intellectuels du mouvement conservateur. Vous savez, ils ont contribué à façonner le programme de l'administration Reagan et en fait aussi celui de l'administration Trump. Comment en est-on arrivé là après ce que nous avons vu ces dernières semaines? Vous savez, la défense de personnalités comme Tucker Carlson par Kevin Roberts, qui, même dans la vidéo qu'il a publiée, a lui-même repris certains de ses discours antisémites. Ils se sont également alignés, dans certains cas, avec des réseaux de propagande soutenus par des islamistes. Est-ce simplement une dérive idéologique ou assistons-nous à une subversion délibérée de la droite? C'est une question difficile à répondre parce que j'ai connu beaucoup de ces partis. Candace Owens, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Bannon, Gates. À mon arrivée à Washington, district de Columbia, en 1985, mon premier emploi était à la Heritage Foundation. J'étais le rédacteur en chef de leur magazine, alors nommé Policy Review. Je peux donc dire que je suis un ancien de la Heritage. Et je pense que tout cela est très difficile à analyser en se basant sur les motivations. C'est très facile à analyser sur la base de ces effets qui sont manifestement destructeurs. Et les motivations, selon moi, diffèrent selon les personnes et institutions. Donc, par exemple, Candace, je pense, a toujours voulu être une sorte de personnalité hollywoodienne. Je ne sais pas si elle a craqué pour Kanye West. Et cela a été son entrée dans cette sphère culturelle qui est en réalité plus importante pour elle que la sphère politique. Je ne sais pas si elle a attrapé le virus, là, c'est ce que je veux dire. Tucker, c'est différent. Il y a eu l'idée qu'il est payé par le Qatar, mais il vient d'une famille riche. Il a beaucoup de partisans. Il n'a pas vraiment besoin que le Qatar paye sa facture d'électricité, donc cela ne m'a jamais semblé être une explication suffisante. Et pourtant, Tucker agit comme un agent du Qatar, non? En d'autres termes, il défend le Qatar tout le temps dans sa newsletter. Non seulement cela, mais il a aussi défendu la charia, ce qui est très étrange de sa part. Les sociétés qui appliquent la charia sont beaucoup plus ordonnées. Et donc, il a dit que Netanyahou est le principal méchant de la guerre avec le Hamas, donc pas le Hamas. Cela va au-delà des désaccords avec Israël ou de l'idée qu'Israël avait tort ou une mauvaise stratégie. Heritage est désormais dans une autre situation. Ce qui arrive à Heritage concerne aussi, dans une certaine mesure, Turning Point États-Unis, d'Amérique Turning Point. Ils sont allés assez loin avec Tucker et il est très difficile de se dissocier de lui. Je veux dire, Heritage a injecté beaucoup d'argent pour être un sponsor de l'émission de Tucker et ils ont en quelque sorte une alliance avec le réseau de Tucker Carlson. Pour leur défense, ou pour dire un mot en leur faveur, ce virage de Tucker est assez récent. Je veux dire, moi-même, j'ai fait une tournée avec Tucker il y a 1 an en Australie. Nous avons parlé dans plusieurs villes australiennes. Pas un mot de tout cela n'a été évoqué. Donc tout cela est un nouveau Tucker, si je peux le dire ainsi. Celui que nous voyons depuis 6 à 9 mois. Peut-être que Heritage est dans une situation délicate, incertain sur la marche à suivre après avoir découvert que leur partenaire est un escroc. Et maintenant, vous vous demandez, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc j'espère vraiment que Heritage cherche un moyen de se dissocier de Tucker. Je pense cependant qu'ils hésitent à le faire publiquement.
L'une des choses qui m'a particulièrement troublée, c'est l'idée qu'on ne puisse pas critiquer quelqu'un juste parce qu'il est à droite. Et je sais que tu as déjà un peu parlé de Tucker Carlson. Personnellement, je ne le considérerais même plus comme étant à droite. Il soutenait le socialisme vénézuélien de Maduro. Il y a quelques jours, il a interrogé Pezeshkian, président de la République islamique, lors d'une interview très complaisante. Il affirme détester les sionistes chrétiens, alors que son père en était un lui-même. Je veux dire, je ne comprends vraiment pas comment les gens continuent à justifier cela comme une sorte de mouvement de droite. Ce n'est pas quelque chose que j'ai connu dans aucune organisation où j'ai été. Je ne comprends donc pas pourquoi il serait difficile de le condamner pour Turning Point États-Unis d'Amérique, la Heritage Foundation, Megyn Kelly et d'autres que j'ai admirés ou avec qui j'ai travaillé. Pourquoi est-ce si difficile pour eux de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça? Et ce sont des déclarations problématiques, parce que ce n'est pas de l'annulation, c'est de la condamnation. Comment cela a-t-il pu arriver? Je veux dire, on voit des gens de droite soudainement se comporter comme la gauche. Oui, et c'est... Regarde, je pense que les racines de tout ça remontent au fait qu'il y a eu tellement de répression politique, de suppression de plateformes, de censure. Tu ne peux pas dire ceci, tu ne peux pas dire cela. Beaucoup de jeunes ont été en quelque sorte diabolisés parce qu'ils sont jeunes, blancs et hommes. Et disons simplement que cette campagne de propagande, aussi lourde qu'elle ait été, n'a pas fonctionné. Car de nombreux jeunes ont pris la direction opposée et se sont mis à interpréter « Plus ce que tu dis est choquant, plus tu fais un doigt d'honneur à ces élites qui essaient de te rabaisser. » C'est vraiment la clé pour comprendre la popularité de Nick Fuentes, par exemple. Ce n'est pas que les gens pensent que Nick Fuentes est... Tu sais, Nick Fuentes prétend être un mâle alpha. Il est vraiment un mâle bêta avec sa voix nasillarde et aiguë, non? Tu sais qu'on dirait qu'une femme de taille moyenne pourrait, genre, l'écraser, tu vois, par terre. Donc ce n'est pas vraiment l'incarnation de Conan le barbare, mais c'est vraiment le gars qui fait un gros doigt d'honneur, tu vois? Et donc, si tu dis que quelque chose est un tabou, lui, il va le dire. Je crois que beaucoup de jeunes se disent « Ouais, et alors? » C'est le type de phénomène culturel auquel tu fais face. Maintenant, l'idée que tous ces jeunes ont une idéologie cohérente, ce n'est pas le cas. Donc, je blâme les joueurs de flûte comme Tucker qui leur inculquent cette idéologie. L'idéologie ne vient pas de la base, elle est en fait imposée d'en haut. Et c'est pourquoi la responsabilité incombe directement à des types comme Tucker, qui d'une manière très sournoise font avancer des idées sans prendre la responsabilité de les défendre. Je n'ai jamais vu Tucker dire « Très bien, laissez-moi vous donner 3 raisons pour lesquelles il aurait été vraiment bon pour nous de nous allier à Hitler contre Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. » C'est parce que, disons simplement, vous savez, Hitler n'était pas une menace pour l'Europe. Staline l'était, Hitler n'envahissait pas d'autres pays, Staline le faisait. Or, tout cela est le contraire de la vérité. Donc, vous ne pouvez pas défendre cet argument. Donc, il ne prend même pas la peine de le faire, il le fait simplement dire par un invité. Il est entièrement d'accord. Il agit comme si c'était une idée très profonde qui avait été réprimée pendant des décennies. C'est le mode opératoire en question. Et je pense que ce qui est encourageant, je pense, Emily, c'est que lorsque je me suis d'abord opposé à Tucker, personne ne le condamnait nommément. Les gens étaient mécontents, mais craignaient de l'affronter, le jugeant trop enraciné. Vous savez, il a Donald Trump, vous savez, un téléphone portable, et il est proche de JD et il a un énorme public. Mais je suis heureux de dire que maintenant, pratiquement tout le courant dominant du mouvement conservateur est en colère à propos de tout cela. Je pense même que Heritage est en pleine retraite. Bien qu'il le traite, je pense, malheureusement, non pas comme un problème moral, mais comme un problème de gestion de crise, ce qui reflète une véritable faiblesse dans cette institution. Je voudrais vous poser quelques questions sur la prophétie du dragon, votre nouveau film. Il défend la cause d'Israël sur des bases morales et bibliques. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que le christianisme est en quelque sorte déformé, principalement par des acteurs politiques pour justifier la haine des Juifs ou même d'autres formes d'antisémitisme. Parfois, il y a même de la sympathie pour les terroristes. Comment cette inversion s'est-elle produite?
Et que dites-vous aux chrétiens qui sont induits en erreur en pensant que cette hostilité envers l'État d'Israël est d'une certaine manière une expression de la foi? Il y a une scène dans ce film. C'est vers la fin où ma femme Debbie et moi sommes baptisés dans le Jourdain. Maintenant, c'est quelque chose de très anodin que nous avons fait avant qu'il n'y ait toute cette controverse. Et pourtant, symboliquement, regardez ce que cela montre. Cela montre tout d'abord notre lien en tant que chrétiens avec la terre d'Israël. Je veux dire, ce Jourdain coule depuis l'Antiquité. C'est la même eau. C'est aussi la même eau dans laquelle Jésus a été baptisé. Et donc, cela souligne le caractère juif de Jésus. Quelqu'un qui a grandi dans une famille juive, qui a été enseigné dans les synagogues, qui s'est baigné dans la piscine de Siloé, comme d'innombrables autres juifs, et qui a emprunté la route du pèlerinage jusqu'au temple. Donc, malgré l'universalité de Dieu, et bien sûr, les chrétiens croient en l'universalité du message de Jésus. Néanmoins, on ne peut pas nier la particularité de ce même Dieu. Il a choisi un peuple particulier à un moment particulier de l'histoire. Donc, en ce sens, la présence de Dieu dans le monde, nous la comprenons en tant que chrétiens, s'est manifestée d'une manière très particulière. Je crois que c'était un pape, peut-être Benoît ou Jean-Paul. Je ne me souviens plus lequel l'a dit. C'est la terre sainte pour tout le monde, mais c'est la terre promise uniquement pour les Juifs. C'est la position chrétienne dominante. Il est vrai, mais qu'au fil des siècles, il y a eu des groupes dissidents qui ont essayé de séparer les Juifs des chrétiens, l'Ancien Testament du Nouveau. D'ailleurs, les derniers à avoir pratiqué cet art sombre furent les nazis eux-mêmes, qui avaient besoin du soutien des chrétiens, en particulier dans Munich et dans ces régions de l'Allemagne. Et donc, ils avaient besoin d'un christianisme, alors ils ont adopté ce qu'ils appelaient le christianisme positif. Tentative d'exclure l'Ancien Testament ou les écritures hébraïques de la Bible et de promouvoir une forme précoce de théologie du remplacement. N'est-ce pas incroyable que ce genre de doctrine et d'hérésie soit de retour et poursuivi par des personnes qui ont, un agenda assez similaire? Oui, et je dirais même que c'est décevant. Mais oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je sais que ton film établit aussi un parallèle avec ce qui s'est passé le 7 octobre, et aussi les anciennes guerres bibliques dont nous lisons entre Israël, ou plutôt, je devrais dire, les Israélites et les Philistins. Penses-tu que les batailles idéologiques et spirituelles d'aujourd'hui, même en Occident et pas seulement au Moyen-Orient, sont une continuation de cette même lutte morale entre le bien et le mal? Oui, je pense que dans les temps anciens, la bataille se menait principalement sur le champ de bataille. Ainsi, les Israélites devaient revêtir l'armure et affronter les Philistins, soit individuellement comme David l'a fait avec Goliath, soit collectivement sur le champ de bataille. Aujourd'hui, c'est un champ de bataille plus complexe parce que le champ de bataille est en partie militaire, comme on le voit dans la guerre Israël-Hamas, mais il est aussi culturel, il est moral. Il y a une guerre de propagande en cours. Et aussi, les ennemis sont plus complexes, même s'il y a même si les Palestiniens et les Philistins, c'est à peu près le même nom, en réalité, ce ne sont pas les mêmes peuples. Leurs motivations diffèrent, non? Les Palestiniens le font au nom d'Allah, ce sont des musulmans, ils se réclament du manteau de Dieu. Les Philistins, bien sûr, étaient des païens et adoraient plusieurs dieux. Vous avez également au sein de l'Occident ce phénomène. Une gauche culturelle politiquement alliée à ces djihadistes radicaux, une alliance étrange que certains nomment Alliance rouge-verte. C'est étrange car ces deux groupes ne peuvent pas vivre dans le monde de l'autre. Et Dieu nous en préserve. Si toi et moi étions vaincus et que nous étions hors jeu et qu'ils contrôlaient le monde, je pense qu'ils commenceraient à s'entretuer. Il ne resterait qu'un seul camp debout. Donc, ce côté macabre, c'est exactement ce qui s'est passé en Iran. Et ce sont les djihadistes qui ont gagné. Donc, c'est un excellent point. Oui, je pense que c'est une guerre spirituelle, ni plus ni moins, maintenant qu'à l'époque.
bien que je pense que les armes et le paysage du champ de bataille soient plus vastes et quelque peu différents. Oui, exactement. Et c'est ce qui s'est passé en Iran. La dernière question que je veux te poser pour aujourd'hui. Dans la prophétie du dragon, tu appelles les chrétiens et les juifs à retourner à leurs racines et à rester unis. Je pense que c'est plus important. Peut-être maintenant plus que jamais, en particulier cette semaine, du moins que ça ne l'a été depuis longtemps. Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Et l'alliance morale entre les chrétiens et les juifs peut-elle survivre à cette vague d'infiltration, je suppose, antisémite et, plus importante encore, à la manipulation politique à laquelle nous assistons en ce moment? La nécessité de cette alliance est très évidente, tant sur le plan politique que sur le plan spirituel. Donc, en d'autres termes, si le diable, qui est le dragon, ressuscite les anciens ennemis d'Israël dans le but d'attaquer, non seulement d'ailleurs les Juifs, le peuple choisi de Dieu, mais aussi ce que le film appelle les Israélites spirituels, c'est-à-dire les chrétiens, qui, selon les mots de la Bible, sont greffés sur l'arbre. En résumé, c'est la raison spirituelle de l'union entre Juifs et chrétiens. Mais regardez, même si vous mettiez de côté la Bible et l'argument spirituel, s'il existe une alliance rouge-verte, elle est unie par une seule chose: la haine des Juifs et d'Israël d'une part, et la haine des chrétiens ainsi que des principes de l'Amérique et de l'Occident d'autre part. Donc, il n'est pas très difficile de voir pourquoi les groupes détestés doivent s'unir contre les méchants, n'est-ce pas? Contre les pelotons du diable, si je peux le dire ainsi. C'est ce qui rend l'effort de la droite, l'effort pervers de la droite, Make America Great Again, pour semer la discorde entre les Juifs et les chrétiens, une division entre l'Amérique et Israël, d'autant plus déroutant. Je pense que nous pourrions donner des arguments rationnels et laïques pour expliquer pourquoi cela s'est produit. Au final, je pense qu'il y a une sorte de dimension diabolique ou spirituelle même à cela. En d'autres termes, le dragon agit non seulement avec les djihadistes, non seulement avec la gauche culturelle, mais, je suis désolé de le dire, aussi à droite de notre côté, en semant les graines de la division et de la haine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, dit Nejdi Souza. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Avec plaisir. Voici notre belle histoire de la semaine pour le bon, le mauvais et le laid. Le soldat de Tzahal, Jonathan Carden, s'exprimait lors d'un événement de soutien à Israël organisé par des étudiants à Toronto, à l'université Toronto Metropolitan University. Mais une foule antisémite a littéralement pris d'assaut l'événement et l'a agressé. La sécurité ayant échoué face à ces voyous, Jonathan a lui-même expulsé de nombreux émeutiers. Regardez ce héros. Ces personnes ont causé les dégâts ici. Ils m'ont agressé et ils ont détruit notre propre propriété. Donc maintenant, je vais les expulser physiquement des lieux. Bougez, bougez. Maintenant, blocage, blocage. J'ai besoin de ceci ici. Eh bien, notre mauvaise histoire de cette semaine. Birmingham ne suffisait pas pour le spectacle de monstres qu'est devenu le mouvement anti-Israël. Une initiative récente de la Slovénie, l'Irlande et la Norvège vise à exclure Israël de la Fédération internationale de Football Association et de l'UEFA. Parce que, clairement, des Juifs qui font du sport, c'est tout simplement inacceptable. Ce n'est pas la première tentative, mais l'adhésion croissante des pays à cette campagne accentue les inquiétudes. Leurs justifications sont que certaines équipes jouent au-delà de la ligne verte dans des parties de Judée et Samarie et qu'il n'y a pas, selon eux, de mesures dites antiracisme. Gardez à l'esprit que l'équipe nationale israélienne de football est composée d'Arabes et de Juifs et que le capitaine lui-même était un Israélien musulman. Mais cela ne suffit pas à ces obsédés haineux des Juifs. Quelle honte! Et voici notre histoire la plus sordide de la semaine. Et non, croyez-le ou non, ce n'est pas en fait Mamdani, l'amateur de djihad socialiste, qui a remporté l'élection pour devenir maire de New York. C'est lié. Moins de 24 heures après l'élection, l'une des plus grandes écoles de New York a été vandalisée avec des croix gammées. Et la réaction de Mamdani a été de condamner ces actes,
malgré ses précédentes associations et déclarations antisémites. Le meilleur dans tout cela, cependant, c'est que la fondatrice du groupe pro-Hamas de notre époque, Nerdine Kiswani, qui a mené d'innombrables manifestations ouvertement antisémites à New York, était furieuse contre Mamdani pour avoir condamné l'antisémitisme. Elle a ensuite laissé entendre que les attaques antisémites ne sont que de fausses accusations et qu'il n'y a pas de problème d'antisémitisme. Rappelez-vous, ce sont ces mêmes personnes qui ont permis à Mamdani d'obtenir ce poste. Nous avons vu des personnes comme l'ex-membre Jamal Bowman, le streamer Hassan Piker, America Deserve 9/11 et la partisane du Hezbollah Rania Khalek à la fête de victoire de Mamdani à New York pour une raison. Alors, les voir déjà se retourner contre les leurs, c'est vraiment satisfaisant à regarder. C'est triste pour New York, car la ville est définitivement perdue sous Mamdani. C'est tout cette semaine sur Axe de la vérité. Nous reviendrons bientôt avec de nouvelles interviews et histoires du Moyen-Orient et d'ailleurs. Je suis Émilie Schrader. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Émilie K. Schrader ou Émilie à Tel Aviv. Merci de regarder. À la semaine prochaine sur Axe de la vérité.